Le 21 juin 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain « Les hors-la-loi » G-Men, texte intégral. Les communiqués de publicité nous apprennent que l'excellent film de l'Apollo « Les hors-la-loi » surpasse Scarface et aussi qu'il a été interdit dans plusieurs villes américaines. Avant de passer à la comparaison avec Scarface, voyons le second point. L'Amérique, plus qu'aucun pays au monde, a mis complaisamment sur le pavois ses plus effroyables gredins. Publier les impressions de prison des ravisseurs d'enfants. Découper en menus reliques la chemise de l'ennemi public numéro 1, John Dillinger, sur son cadavre encore chaud. Peupler ces écrans de ridicules Hernani du revolver. Sur un continent où la criminalité reste extravagante, d'audace et d'impunité, la censure ne sera jamais assez rigoureuse et à parcourir maint périodique de là-bas, on la trouve encore bien indulgente. Mais les hors-la-loi me paraissent plutôt victimes d'une de ces réactions puériles du puritanisme yankee que l'on nomme la vague de pudeur, qui s'effarouche d'un film où l'on tire un peu trop souvent du revolver, mais n'a pas un mot de réprobation pour les scandaleux débats de l'affaire Lindbergh, pour la réclame éhontée des chafourés, des flics privés et officiels, des pattes pectorales pour avocats enrhumés, qui a déferlé à propos de la mort d'un enfant. Éternelle contradiction de la race anglo-saxonne qui s'indigne au seul mot de taureau et de corrida, mais se rue aux courses sanglantes des autodromes américains, construits spécialement pour qu'il y ait un mort à chaque tour, qui trouve fort naturel qu'un opérateur d'actualité s'embusque au plus mauvais virage pour ne rien leur faire perdre du trépas de l'homme projeté à 50 pieds, carbonisé, aplati sur le ciment. Les hors-la-loi, avec toutes leurs fusillades, me paraissent aussi inoffensifs que Viva Villa, que les vieux films cow-boys. On n'empêchera jamais les hommes, jeunes et vieux, de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et cette fois, les règles sont bien respectées. Les voleurs épouvantables, les gendarmes vaillants comme des preux. Les âmes sensibles qu'effarouchent des spectacles de ce genre sont trop souvent celles qui s'attendrissent sur les malheurs de Madame Arlette Stavisky et trouvent fort légitime qu'on lui délègue des reporters pour la féliciter à sa sortie de prison. Quant à Scarface, les hors-la-loi n'ont guère de rapport avec ce réquisitoire, ce documentaire tragique que l'on ne peut recommencer sous peine d'une surenchère qui conduirait fatalement au sadisme et à la provocation. Les censeurs du Far West ont pris au pied de la lettre un film qui est surtout de fantaisie. Le scénario en soi n'offre rien que de traditionnel. Un gangster, trafiquant plutôt que criminel, qui se retire des affaires et qui est, en somme, un vieux contrebandier à l'ancienne mode, capable de bons sentiments. Il a élevé un orphelin, le turbulent James Cagney. Il voulait l'installer comme avocat. L'autre s'ennuie entre ses dossiers et se refuse à plaider des causes louches. Son meilleur ami, Buchanan, entré dans la brigade secrète de la police, celle des G-Men, est tué par la bande de Leggett. Cagney s'enrôlera parmi les G-Men pour le venger, et c'est jusqu'à la fin une bataille sans merci. Sujet plus facile à traiter, beaucoup plus entraînant que celui de Toute la ville en parle, avec ses sosies qui risquaient tant d'être bavards ou de tomber dans le ridicule. Mais on en a fait un chef-d'œuvre de vitesse, j'allais dire d'aérodynamisme, battant certainement tous les records du cinéma. D'infaillibles calculateurs ont recherché patiemment l'ellipse, l'angle de vue, le détail significatif, qui permettait de gagner une demi-minute, 5 secondes,
On a obtenu une merveille de mécanisme, nous emportant à travers cette histoire comme un bolide du rail. Mais ce n'est pas tout d'aller vite, il faut encore rester précis. À cet égard, le récit est exemplaire. Nous suivons 5 ou 6 pistes à la fois. Nous volons d'un coup d'aile de New York à Chicago et de Chicago à l'Oregon. Et tout cela apparaît simple, limpide comme un dessin animé. L'accumulation des faits divers sur ces 2500 mètres de pellicule est cependant inimaginable. Toutes les 5 minutes, un personnage est en danger de mort. D'une poursuite farouche avec des autos en flammes défonçant à 100 à l'heure les devantures, nous passons à une bataille rangée qui va laisser 15 hommes sur le terrain. Leggett est arrêté, couvert de chaînes. Du wagon qui l'amène à la voiture pénitentiaire, il n'y a pas 50 mètres et il est entouré de 15 gardiens. Cependant, il s'échappera et sans que cela puisse nous paraître illogique. Et on ne parle pas des enlèvements, des filatures miraculeuses. À ce train-là, le film policier devient une espèce d'épopée. Il hérite du vieil héroïsme de Douglas Fairbanks, des cavalcades et guérillas de cow-boys, tout en nous apportant infiniment plus d'adresse et de vraisemblance. Chaque détail est si bien situé et défini qu'il est nécessairement plausible, mais l'ensemble devient une sorte de fantasmagorie. Le petit James Cagney, têtu, trapu, casse-cou, piaffant, est pour l'instant à Hollywood le meneur idéal de ces jeux violents et joyeux. Son ardeur, jointe à la sûreté des scénaristes et du metteur en scène, nous procure le même plaisir physique, avec un soupçon d'angoisse, qu'une impeccable et périlleuse acrobatie au trapèze ou en avion. On notera l'habileté avec laquelle on a su faire de James Cagney un héros complet dans un pays où la police n'est guère plus populaire que chez nous. Cagney n'est pas un professionnel, il avait un compte à régler. Et son enfance chez les gangsters explique le côté cabochard du personnage. On verra de plus qu'il n'est pas qu'un bretteur intrépide. Sa mobilité de physionomie l'égale au plus remarquable comédien. À ses côtés, on retrouve non moins irascible et vaillant que lui, Robert Armstrong, le petit marin batailleur d'une fille dans chaque port, trop peu employé dans le cinéma parlant. Les gangsters, eux, à l'exception du vieux contrebandier, sont d'abominables gredins, redoutables grâce à leur énorme matériel de guerre, mais se trahissant les uns les autres, se faisant des boucliers de leurs anciens amis, des femmes qu'ils ont enlevées. J'aime la virtuosité de ces films et leur truculence, ces assemblées de trognes patibulaires, toujours inattendues. Cette fois, Leggett, avec son melon, son gardénia et son cynique profil de casse-noisette. J'aime surtout qu'outranciers, échevelés dans leur fond, ils soient, pour nous entraîner mieux, d'une telle sobriété de facture, j'allais dire d'une telle discrétion. Pas une image inutile, pas une surcharge, et quelquefois, parmi toute cette violence concentrée, des nuances d'une extraordinaire délicatesse, comme le rôle de la fille intelligente et jolie, perdue par les criminels qui l'entourent, et que la sensible Anne Dvorak joue avec ses yeux, avec ses frémissements imperceptibles des lèvres ou des narines. Et cet enterrement du pauvre Buchanan, Cagney accompagnant tout seul à la gare des marchandises le cercueil que des employés indifférents chargent comme une malle.